Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Made in Africa, une saison qui sera haute en couleurs à l'image de ce nouveau décor, mais aussi riche en reportages et débats avec des thématiques audacieuses. Pour démarrer en beauté, une émission consacrée à la jeunesse. En Côte d'Ivoire, 77% de la population a moins de 35 ans, c'est dire les forces vives de notre pays. Mais les jeunes seraient aussi les plus touchés par le chômage. Pourtant, des opportunités existent. Made in Africa est allé à la rencontre de plusieurs secteurs d'avenir dans le pays, des secteurs pourvoyeurs d'emplois pour la jeunesse africaine. Et puis, il y a ceux qui n'attendent pas de trouver un emploi et décident de créer leur entreprise. En 2019, 40% des entreprises privées en Côte d'Ivoire ont été créées par des jeunes de moins de 35 ans. Au sommaire ce soir, enquête sur ces secteurs de l'économie ivoirienne qui recrutent services numériques, logistique, agro-industrie. Vous verrez que les besoins sont nombreux dans des métiers spécifiques qui ne demandent pas forcément d'avoir réalisé de grandes études. Puis nous partirons à la rencontre de jeunes Ivoiriens audacieux. Ils ont choisi d'entreprendre, parfois très jeunes, que ce soit dans la tech, dans l'élevage ou alors dans le monde éducatif. Ils ont un point en commun, prendre en main leur destin et créer de la richesse. C'est un constat implacable. En Côte d'Ivoire, les jeunes rencontrent des difficultés à trouver un emploi. Plusieurs raisons à cela. Manque de diplôme, mais aussi manque de formation adaptée aux réalités du marché du travail. Et des jeunes diplômés qui ne savent pas toujours comment s'y prendre pour trouver un emploi. Si le chômage des jeunes est une réalité, il existe pourtant des secteurs qui recrutent, des filières en plein boom dans le pays à la recherche de candidats, diplômés ou non. Métier recherche candidat, c'est au reportage de Thomas Degobadia et Oscar Noël Sangan. Bonjour Monsieur Cansani, je vous en prie, installez-vous. Bienvenue, vous allez bien? Ce matin, Pierre Enoch a rendez-vous avec la directrice d'une agence de recrutement abidjanaise. Je cherche un poste de traducteur-interprète, voilà, dans une entreprise. C'est intéressant de se rencontrer à cet effet parce qu'il y a un besoin, c'est vrai. Ça, c'est ce que je peux vous partager en tant que recruteur et professionnel des ressources humaines. Pendant une vingtaine de minutes, Aniela Vekwaku questionne Pierre sur son parcours, ses points forts, et n'hésite pas à lui poser des questions pièges. Est-ce que ce serait OK pour vous si on switch en anglais? Pas de problème. OK. What is the reality of this job, the translation? Firstly, we have to Quelques hésitations, sans conséquence, car l'entrevue n'est pas déterminante pour l'avenir professionnel du jeune homme. C'est un entraînement. Objectif, être prêt lorsqu'il passera un véritable entretien d'embauche. L'idée, c'est qu'on puisse faire connaissance, d'accord? Aujourd'hui, plusieurs jeunes diplômés défileront dans le bureau d'Aniela. Chacun repartira avec de précieux conseils. La recruteuse a décidé d'organiser ces simulations d'entretien pour leur permettre d'étoffer leur profil et surtout cibler les bons postes. Car à la sortie des études, beaucoup ignorent comment s'y prendre pour trouver un emploi. Qu'il n'y a pas assez d'interrogations sur les bancs d'école, sur les projets, sur les secteurs qui sont porteurs. Il n'y a pas assez de contacts, je pense, avec les entreprises aussi, avec les professionnels du recrutement. Des jeunes qui n'arrivent pas à trouver un travail, une réalité qui touche de nombreux Ivoiriens à la sortie des études. Un phénomène encore plus accentué chez les non-diplômés. Difficile de trouver des chiffres exacts pour quantifier ce chômage des jeunes. Pourtant, la Côte d'Ivoire est un pays en plein chantier, porté par plus de 8% de croissance économique entre 2010 et 2019. De nombreux secteurs se développent. Services, logistique, digital ou encore agro-industrie. Made in Africa est allé à la rencontre des métiers d'avenir et pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse ivoirienne.
S'il y a bien un secteur où la Côte d'Ivoire a connu un développement exponentiel au cours des 10 dernières années, c'est celui des services. Il représente 50% du PIB national. Banques, assurances ou encore télécommunications sont en plein boom dans le pays. Et qui dit service, dit aussi client. Pour répondre à leurs besoins, de nombreux centres d'appel ont vu le jour, comme celui-ci, à Abidjan. Bonjour, je suis Maria de l'AME. Dans cet open space, une trentaine de téléopérateurs en plein travail. Moyenne d'âge, 26 ans. Toute la journée, ils appellent des clients en Côte d'Ivoire, en France ou en Belgique pour faire des enquêtes de satisfaction et vendre des produits. Le logiciel est compatible avec tous les logiciels médicaux, donc vous n'avez pas besoin de changer. Comme je vous l'ai dit, c'est sans engagement, docteur. Faites d'abord la démo et après, ça sera à vous de voir. Pour travailler ici, pas besoin de diplôme spécifique. Le recrutement se fait dès la terminale. Ici, l'exigence numéro 1, c'est d'avoir une élocution quasi parfaite. Pour embaucher les différents agents que nous avons, le vrai critère, c'est le vocabulaire, c'est l'articulation. C'est chez nous, aujourd'hui, on recherche des profils qui peuvent facilement échanger avec les gens, facilement communiquer avec les gens. Quand le monsieur répond, tu réponds juste calmement. Lorraine Belly, 27 ans, travaille comme téléopératrice depuis 2 ans. Diplômée d'une licence d'économie, elle n'arrivait pas à trouver d'emploi en lien avec son diplôme et a enchaîné pendant longtemps les petits boulots. C'était des jours de petits gombos. Un jour on peut t'appeler, on te paye en même temps, 2 jours on te paye en même temps. Là c'est un vrai travail où je suis salariée, je suis déclarée, donc voilà quoi. C'est dur de trouver un travail dans sa branche, c'est très dur, surtout quand tu viens d'un milieu modeste. Parce que quand tu vas postuler, on te demande d'avoir déjà de l'expérience. Comme Lorraine, ce sont les difficultés à trouver un emploi après les études qui amènent nombre de ces jeunes à pousser les portes du call center. Ici, les salaires vont de 70 000 francs CFA pour un stagiaire à 250 000 francs pour un manager d'équipe. En moyenne, ils restent 10 à 12 mois à leur poste avant de trouver un autre emploi. Pour beaucoup, c'est un tremplin parce que c'est la première fois qu'ils travaillent en entreprise et ça leur permet de pouvoir avoir un métier. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la jeunesse ivoirienne n'a pas forcément de débouché à la fin des études et donc les centres d'appel leur permettent de pouvoir avoir un premier travail et s'insérer dans le monde du travail tout simplement. Bonjour, ça va? Serge Diaye est le directeur du call center. Il en possède un autre à Abidjan et compte bien continuer les recrutements dans les années à venir. C'est un secteur qui recrute aujourd'hui beaucoup parce que beaucoup de PME européennes externalisent leurs services et aussi parce qu'aujourd'hui beaucoup de PME ivoiriennes aussi derrière, sur le plan local, s'intéressent aussi à ces prestations de services. Dans le secteur tertiaire, un autre domaine est de plus en plus à la recherche de jeunes talents, le numérique. Direction Engrais. Dans cette agence de communication digitale, comme tous les lundis matins, c'est réunion pour parler des projets à venir. Parmi eux, la création d'un site internet pour une multinationale implantée depuis peu en Côte d'Ivoire. C'est un nouveau challenge, c'est un nouveau site web qu'on doit concevoir. Donc ça passera par toute la chaîne de production, notamment le wireframe et toute la conception graphique à faire. Théodore Péé a fondé cette agence il y a 4 ans. Il compte une quinzaine d'employés, presque tous âgés de moins de 30 ans. Développeurs, graphistes ou encore community managers. Des métiers du numérique qui attirent de plus en plus de jeunes comme Israël Silué, 21 ans. Le but de mon métier, c'est de rendre l'expérience utilisateur, je pourrais dire attrayant, c'est-à-dire de faciliter les choses en fait. Donc dès qu'un utilisateur vient sur le site, il sait déjà, ah ici ça signe, ici voilà le bouton, en service hôtel, quand tu cliques, voilà ça te ramène vers un hôtel que tu dois réserver. Israël Silué gagne 250 000 francs CFA par mois. S'il veut gagner plus, il devra se former à d'autres métiers du numérique. Car les employeurs recherchent des profils polyvalents. Pour se démarquer, il faut donc jouer sur plusieurs tableaux. Il faut savoir tout faire. Actuellement, je suis web designer, mais je vais me lancer bientôt dans le développement web. Si tu es
limité dans tes compétences, si tu ne sais pas toucher à ci ou à ça, ça sera compliqué dans le futur. Vu que ce domaine se développe très facilement et très rapidement, donc si toi tu es focalisé sur une seule chose et la deuxième personne sait faire les deux, bon, toi tu es éliminé du coup. Comme dans la plupart des entreprises du numérique en Côte d'Ivoire, les besoins sont en augmentation. On a beaucoup besoin de développeurs, beaucoup de développeurs web, développeurs mobiles. On a besoin d'UX designers qui maîtrisent vraiment. Voilà, on a besoin de graphistes, on a besoin de community managers. En Côte d'Ivoire, on a besoin de tous les profils des métiers du numérique pour pouvoir répondre aux besoins de la clientèle. Vu que toutes les entreprises aujourd'hui sont en train de se digitaliser. Ces jeunes, Théodore P. les recrute parfois directement dans les écoles qui forment au métier du digital. Il y donne régulièrement des cours. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous parlerons du SEO. On va aborder également des questions sur le community management. But de ces ateliers, repérer les pépites qui demain l'aideront à faire croître sa start-up, mais aussi préparer les étudiants aux réalités du marché du travail en mettant l'accent sur la pratique. Les étudiants sont bien formés théoriquement parlant, mais ne sont pas prêts à affronter les réalités pratiques, les besoins pratiques du monde de l'emploi. Nous faisons tout pour pouvoir permettre aux étudiants, en matière d'employabilité, d'être vraiment prêts. Le manque de formation adaptée aux réalités du terrain, un problème récurrent pour les recruteurs. Alors certains groupes ont décidé de créer leur propre école pour satisfaire leurs besoins en main-d'œuvre. C'est le cas dans le secteur très dynamique de la logistique. Zone industrielle de Vredi. Ce matin, Barakissa Timité débute un stage de cariste dans ce centre de formation. Il s'agit des chariots 4 tonnes jusqu'à 6 tonnes. En 5 jours, elle doit apprendre à manier cet engin, un chariot élévateur. Il faut que les fouches soient à 15 cm du sol. Depuis 15 ans, la jeune femme cumule les jobs non qualifiés comme manutentionnaire sur le port. Récemment, elle a décidé de se former à ce métier qu'elle pensait réservé aux hommes. Les études, il n'y a pas eu trop de chance pour ça. Je suis rentrée au port comme cartonneuse, c'est-à-dire qu'on fait les boîtes de conserve. Nous, on met dans les cartons et puis les garçons ils scotchent, on fait les palettes. Donc c'est comme ça que j'ai vu la machine, une femme dessous qui m'a plu. Elle dit mais si elle me lance dans ça, elle gagne plus, qu'est-ce que je fais là? Et c'est comme ça que je me suis engagée dedans. Les entreprises demandent cariste parce que sans nous, on ne peut pas dépoter d'abord le conteneur. Sans nous, on ne peut pas faire le chargement. Sans nous, on ne peut rien faire. Et je ne cherche pas à m'arrêter là. Hein. Je vise encore les gros camions pour rouler. Comme la jeune femme, chaque année, ils sont près de 800 à se former au CFPP, le Centre de formation portuaire panafricain. Une école fondée en 2008 par le groupe Bolloré, géant du transport et de la logistique en Afrique. Lève la charge. Cariste, conducteur de camions ou de remorques, autochargeuse, grutier. Au total, une vingtaine de métiers différents concernés. Si la multinationale a investi dans cette école, c'est parce qu'elle a un besoin croissant en main-d'œuvre qualifiée et surtout locale. Problème, les formations de ce type en Côte d'Ivoire sont quasi inexistantes. Il n'y a pas d'école justement pour ce type de métier. Les entreprises ont besoin de personnel qualifié. Et c'est ce que chacune des entreprises recherche. De ne pas perdre de temps en formation interne, de pouvoir avoir des personnes opérationnelles tout de suite qu'elles peuvent mettre à l'œuvre immédiatement. Quand un stagiaire ou quelqu'un est bien formé et qu'il a les capacités d'agir tout de suite, d'être compétent tout de suite, je peux vous dire que tout le monde se l'arrache. Depuis sa création, le centre a formé plus de 4000 personnes. L'établissement est ouvert à tous, moyennant 200 000 à 4,5 millions de francs CFA, suivant le type et la durée de la formation. À la clé, presque 100% de chances de trouver un emploi dans le secteur. À quelques centaines de mètres de là, le terminal d'Abidjan.
Chaque jour, des milliers de containers sont chargés et déchargés sur le quai. C'est le travail de Maria Blé, 27 ans, ancienne élève de l'école. Tous les matins, elle monte dans sa cabine, suspendue à près de 20 mètres du sol. Plan 62, tu peux avancer. Il y a 2 ans, après sa formation, cette ancienne électricienne a directement été embauchée à Abidjan Terminal, filiale du groupe Bolloré, en tant qu'opératrice de portique RTG. À ce poste, elle peut espérer gagner entre 300 et 800 000 francs CFA par mois, suivant son expérience. Le RTG, c'est un métier d'avenir parce que l'État ivoirien qui est en train de faire un deuxième port, donc je pense que ça va motiver. On aura besoin de plus de personnes pour pouvoir piloter ces engins-là. Donc je conseille à tout jeune qui veut se lancer dans ce domaine-là de ne même pas hésiter. De prendre le courage à deux mains et puis de foncer un peu dans l'État. La logistique, un secteur qui offre des perspectives d'emploi, tout comme la construction. 2 moteurs de la croissance auxquels s'ajoute l'agro-industrie, qui à elle seule représente 20% du PIB national. Dimbokro, à 3 heures de route d'Abidjan. Dans cette usine, appartenant à une multinationale de l'agroalimentaire, on produit des centaines de kilos de noix de cajou chaque jour. Les noix sont triées par ces femmes issues des villages de la région, puis passent au contrôle qualité. On prendra l'échantillon pendant l'analyse pour faire attention aux dirty. Cette entreprise, qui emploie 600 personnes, est constamment à la recherche de main-d'œuvre, qualifiée comme non qualifiée. Un dynamisme à l'image de tout le secteur agro-industriel en Côte d'Ivoire. Coton, café, cacao, mais aussi EVA, où les entreprises cherchent près de 60 000 seigneurs pour récolter le précieux liquide blanc. Des besoins qui devraient continuer à augmenter dans les années à venir, d'autant plus que la transformation des matières premières est amenée à se développer localement. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la demande est un peu plus forte au niveau de l'agro-industriel, vu l'expansion des activités agro-industrielles, vu les nouvelles usines qui s'implémentent et vu, on va dire, la dynamique de croissance du secteur de l'anacarde en particulier. On a besoin, on va dire, de techniciens, donc des techniciens pour les activités de production, pour les activités de maintenance et pour les activités de qualité, de contrôle qualité dans les usines. Services, logistique, agro-industrie, de grands pans de l'économie qui se développent en Côte d'Ivoire et offrent des opportunités à la jeunesse. Des jeunes Ivoiriens qui restent encore confrontés au chômage et à la précarité. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Sibi-Nangbo, directrice des ressources humaines chez Nestlé Côte d'Ivoire, Yannick Niaman, directeur de l'agence Prestige Emploi Jeune au ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Yann Cédric Lauré, fondateur du Young Job Network. Bonsoir à vous messieurs. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir pour ce premier numéro de cette nouvelle saison de Made in Africa. Alors, question pour vous, Sibi-Nangbo. Alors, on voit qu'il y a quand même des besoins dans plusieurs secteurs en Côte d'Ivoire et pourtant, c'est un constat, beaucoup de jeunes de moins de 35 ans continuent de peiner à trouver un emploi. Comment l'expliquer selon vous? Il y a plusieurs choses. Donc, il y a les jeunes eux-mêmes qui n'ont peut-être pas la formation adaptée, mais il faut voir aussi dans quel contexte on évolue. En Afrique subsaharienne, on a quand même 1 habitant sur 2 qui a moins de 25 ans. Donc ça veut dire que c'est un grand défi en termes de l'emploi des jeunes, mais c'est aussi une opportunité. Donc il n'y a pas suffisamment d'emplois, il n'y a pas suffisamment d'emplois décents. Donc ça c'est important aussi de le noter. Et on sait que chaque année, il y a 40 millions de jeunes qui intègrent le marché du travail. C'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. Alors, elle parle d'un véritable défi, 40 millions de jeunes. Est-ce que vous confirmez que pour vous également, c'est un défi la question de l'emploi? C'est un défi évidemment. La population des jeunes en âge de travailler en Côte d'Ivoire est galopante.
Et malheureusement, cette formation, en plus de la formation qui n'est pas adaptée, n'a pas l'information nécessaire sur les domaines d'activité qui recrutent aujourd'hui. Donc nous allons retrouver des personnes, par exemple en philosophie, je n'ai rien contre la philosophie, mais qui malheureusement n'a pas forcément de débouché sur le marché du travail en Côte d'Ivoire. Et donc il faudrait que nous, les professionnels, puissions aller vers ces jeunes-là, leur porter la bonne information afin qu'ils suivent la meilleure formation adaptée à leur profil pour pouvoir mieux s'orienter dans le marché du travail. Alors, une chose est sûre, on est en Côte d'Ivoire. Dites-nous, c'est quoi la réalité du chômage des jeunes aujourd'hui? Alors, déjà, il y a deux notions qu'il faudrait départir. Nous avons ce que nous appelons le taux strict du chômage et le taux combiné du chômage. Alors, déjà, le taux strict du chômage en Côte d'Ivoire, il est de 2,2% de la population active. Ça fait sourire nos invités. Oui, bien entendu. C'est pas un peu sous-estimé? Ben non, c'est pas sous-estimé. C'est un mode de calcul. Oui, bien sûr, quand on s'en tient aux caractéristiques en fait utilisées pour définir ce taux. J'ai un diplôme en marketing, je cherche du travail, j'arrive pas à en avoir, je me dis, je fais ma petite cabine en attendant d'avoir du travail. Moi, je me considère comme étant au chômage. Est-ce que dans le calcul de ce taux strict, je suis au chômage? Non, vous n'êtes pas pris en compte dans le taux strict du chômage, mais plutôt dans le taux combiné du chômage. Alors, de quoi il s'agit? Le taux combiné? Alors, le taux combiné va intégrer alors des valeurs comme le sous-emploi. Okay. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez une maîtrise marketing, vous vendez peut-être des chaussures ou vous faites un petit commerce, vous avez une cabine téléphonique pour vous aider donc à subvenir à vos besoins primaires. Vous êtes en situation de sous-emploi parce que vous n'êtes pas en train de travailler dans le secteur d'activité de votre formation et pour un emploi et pour cette catégorie de personnes, il y a des efforts aussi qui sont faits au niveau du gouvernement. Bien entendu. Yann Ségrig-Lauré, votre regard sur... Je vous ai regardé, apparemment les chiffres vous ont un peu titillé, mais on va parler du Young Job Network, alors que vous avez créé, qui est un forum, le Young Job Network, pour aider aujourd'hui les jeunes pour mieux lutter en fait contre le chômage des jeunes. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, Young Job Network, c'est mon histoire comme l'histoire de millions de jeunes ivoiriens et africains qui se sont heurtés au marché du travail justement après leur cours à l'université ou en grande école. Et donc, le Young Job Network est une organisation à but non lucratif, je le précise, qui est aujourd'hui disponible présente dans 9 pays du monde et qui unit les jeunes, qui les forme. Donc, nous recrutons ces jeunes-là, nous les formons et nous insérons ces jeunes-là. Mais la particularité de cette organisation, c'est que nous apportons un réseau à ces jeunes-là. 80% du marché du travail se trouve dans le réseau. C'est pour cela que Young Job Network est né, justement pour former ces jeunes-là, leur porter non seulement l'information et les mettre en réseau avec les différentes personnes que nous avons dans notre réseau, dans le métier, en fait, on veut parler des recruteurs et tout cela. Vous faites en partie le travail de l'État aussi, hein? Alors, on ne fait pas le travail de l'État, on aide l'État plutôt à accomplir son devoir. Très bien. Question pour vous, aujourd'hui, quand vous regardez, quels sont, selon vous, les secteurs aujourd'hui qui recrutent? On avait parlé de l'agro-industrie, c'est chez vous. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres secteurs que vous voyez, puisque vous avez une perspective en ce qui concerne le recrutement, qui recruterait et vers lesquels les jeunes devraient pouvoir s'orienter? Aujourd'hui, on recrute un peu partout. Il y a des postes qu'on appelle des postes support. Donc, on aura toujours besoin de personnes en ressources humaines, on aura toujours besoin de personnes en logistique, etc. Mais il y a des métiers, effectivement, on a vu, qui sont peut-être un peu méconnus et pour lesquels les gens ne font pas attention et ne cherchent pas à se former dans ce domaine, alors que ce serait porteur pour après. Vous avez des nouveaux métiers en tête, en particulier? Nouveaux métiers. Bon, aujourd'hui, ils ont parlé de community manager. Vraiment, tout ce qui est dans le digital, c'est vraiment tout ce qui est dans le digital. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de multicompétences. Est-ce que vous vous rendez compte dans votre travail que c'est utile? Oui, on cherche des personnes qui sont polyvalentes. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais aux jeunes. Soyez polyvalents. Soyez polyvalents, voilà. Alors, oui. Mais il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde compétitif, un monde où on se fait broyer si on n'est pas compétent, un monde où l'entreprise a besoin de payer peu pour beaucoup plus de compétences. Donc, si moi, je renie à moi seul 3-5 compétences et que mon voisin renie une seule compétence, l'entreprise préférera me donner 250 000 francs au lieu de donner 250 000 francs à 2 personnes. Donc, vous confirmez que c'est des choses que vous dites dans vos formations lorsque vous êtes en rapport avec les jeunes, il faut développer plusieurs compétences.
nous disons aux jeunes, il n'y a pas de spécialité. Aujourd'hui, vous devez être à mesure de pouvoir réagir dans n'importe quel domaine d'activité, dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Est-ce que vous constatez concrètement des carences, mais concrètement chez les jeunes qui arrivent en général sur le marché de l'emploi, et ces carences se situent à quel niveau? Bon, on a parlé de formation inadéquate. Les jeunes, bon, pour beaucoup, ont peut-être évolué rapidement au sein de leurs études, mais n'ont pas appris donc certaines compétences comportementales. Donc, on a des CV... Comportementales. Comportementales. Notez-le, comportementales. On reçoit des CV où il y a beaucoup de fautes d'orthographe. De nos jours, on va sur l'ordinateur, on utilise Word, on peut éviter ces éléments-là. Il y a beaucoup de jeunes, donc beaucoup de CV. Donc, en termes de tri, pour nous qui sommes des recruteurs, on regarde ces éléments-là. Il n'y a pas forcément de créativité. Les jeunes doivent apprendre à se vendre. Alors, les formations que vous donnez, que ce soit vous, que ce soit l'agence, est-ce qu'elles sont pratiques, justement? Parce que quand on écoute, on se rend compte que le diplôme ne suffit pas, qu'il faut des éléments qui soient plus concrets, plus pratiques. Est-ce que vous leur mettez le pied à l'étrier? La théorie, nous pensons qu'elle a eu ses limites aujourd'hui et que les jeunes doivent être aptes à la sortie de l'école à pouvoir être compétents et opérationnels sur le marché du travail. Parce que comme je le dis tout de suite, l'entreprise a besoin de personnes qui vont le faire gagner de l'argent tout de suite. Alors, petite question pour vous. Vous êtes au niveau de l'agence Prestige, vous êtes en rapport avec les entreprises. Aujourd'hui, quel est le secteur ou les 2-3 secteurs leaders qui demandent le plus de main-d'œuvre? Alors, premièrement, je citerai le secteur des BTP, donc des bâtiments et travaux publics, qui ira en s'accroissant, donc je dirais en termes de besoins. Nous avons donc de très très bonnes perspectives dans le secteur des BTP pour l'année 2021, dès le mois de janvier. Il y a de très très nombreux recrutements qui se feront dans ce secteur. Ensuite, vous avez le secteur donc des services. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre reportage, également qui est très très demandeur. Et puis, je citerai également le secteur de la grande distribution. Voilà, la grande distribution qui sollicite également pour beaucoup de compétences jeunes à former ou à embaucher. Vous avez dit beaucoup, 3 fois. Donc, il y a du travail, chers amis, il y a du travail. Alors, je vais poser la question maintenant à vous du secteur privé. Est-ce que vous y croyez quand vous regardez? Parce que je sais aussi que vous parlez beaucoup, vous faites des conférences, vous faites de l'empowerment également des jeunes. Alors, est-ce que vous voyez qu'il y a des perspectives aujourd'hui pour qu'on puisse rêver un plein emploi dans les années à venir? Je dirais oui, mais pour cela, il faudrait vraiment une action concertée entre donc, le public, le privé, mais aussi au niveau académique. Parce que si la base n'est pas là, on ne peut rien faire. Action concertée. Vous restez avec moi. J'ai un deuxième reportage à vous proposer. Alors, on l'a vu, le chômage des jeunes n'est pas une fatalité. Il existe de nombreux secteurs qui recrutent et qui devraient continuer à recruter dans les années à venir. Certains jeunes ne surfent pas sur les sites de recherche d'emploi et pour cause, ils préfèrent créer leur entreprise. Nous sommes allés à la rencontre de 3 d'entre eux. Ben, 25 ans, s'est lancé dans la fabrication de drones et robots. Benaziz Konaté, grâce à son entreprise d'élevage et de vente de poulets, est devenu multimillionnaire à 19 ans. Et Tchonté Siloué, entrepreneur social, ambitionne d'éduquer les enfants par les livres. Tous ont une ambition, réussir pour inspirer les générations futures. Entrepreneur avant 30 ans, c'est un reportage de Marc Ouo, Ghislaine Mendonça et Niki Kwame. À 200 km d'Abidjan, Yamoussoukro. Nous sommes dans l'un des établissements les plus prestigieux de Côte d'Ivoire, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, l'INPHP. Certains des plus grands chefs d'entreprise du pays étudient ici. Il suffit de passer une porte pour découvrir la créativité des étudiants. Dès qu'on passe cette porte, en fait, donc voilà, là on a un premier projet qui est le tunnel désinfectant que nous avons réalisé avec les étudiants. Donc comme vous le constatez, automatiquement quand vous passez, vous vous désinfectez. Un portique de désinfection créé dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Mais ce n'est pas tout. On essaie de continuer de travailler sur les différents modules. Dans cette petite fabrique à génie, l'enseignant supervise des projets un peu fous. Comme ce robot capable de réaliser des campagnes de sensibilisation. Pas encore au point. Même s'ils sont encore débutants, l'enseignant rêve grand pour ses étudiants. L'objectif, c'est de créer une Silicon Valley, notre Silicon Valley. Je pense que nous avons en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire des étudiants, des jeunes qui sont passionnés et qui aiment travailler. Et je pense qu'ils ont besoin d'un cadre.
Et la première chose que nous voulons faire, c'est de trouver un cadre, c'est de créer le cadre pour que ces étudiants-là puissent travailler. Nous voulons donner aux étudiants aujourd'hui la possibilité de croire en eux et d'être capables, eux aussi, de créer leurs entreprises. 40% des étudiants de l'INPHB montent leur propre start-up en parallèle des cours sur les bancs de l'établissement. Jeunes et entrepreneurs, deux mots loin d'être incompatibles en Côte d'Ivoire. Pour comprendre, nous avons choisi de vous raconter l'histoire de 3 d'entre eux. Ben Doumbouya, le geek, Ben Aziz Konaté, l'homme d'affaires, et Tchonté Silué, l'entrepreneur social. 3 parcours différents, mais un point en commun, la volonté de se dépasser, de franchir tous les obstacles pour vivre une success story avant 30 ans. Retour à l'INPHB. C'est ici qu'a été formé Ben Doumbouya, tout juste 23 ans. Diplômé de l'INPHB en 2017, ce jeune Ivoirien au calme olympien revient régulièrement ici non plus pour suivre des cours, mais pour développer sa start-up. Ouais, salut les gars. C'est comment? Voici les membres de la start-up, des camarades diplômés de l'INPHB. Moyenne d'âge de l'équipe, 20 ans. Est-ce que les électrovannes, là, vous avez pu tester ça? Bon, passe-moi la fiche là, je vais tester. La fiche là-bas. Non, t'inquiète, c'est l'armement. Quand tu vas envoyer les gaz, il va monter. Respirateur. Steve Jobs avait son garage. Ces jeunes ont, quant à eux, cette salle prêtée par l'INPHB. Ils ont la même ambition que le génial inventeur et entrepreneur américain. Changer le monde. Aujourd'hui, ils travaillent sur leur projet phare, un respirateur artificiel. Nous avons fait une vraie innovation avec nos respirateurs, c'est que nos respirateurs peuvent servir pour plusieurs patients à la fois. Il faut dégonfler l'embu, vas-y. Bon, ok. Il s'agit là d'un prototype en phase de création, pas encore testé. Mais le rêve du jeune entrepreneur est de le produire à grande échelle pour le vendre à des hôpitaux. Pour le premier prototype, on a déjà commencé les tests avec les seringues. Actuellement, ça fonctionne comme on le voulait. Ce n'est pas le seul projet surprenant de la start-up. Comment ça va? L'homme à l'arachnidé. Ok, ton araignée va bien? Le projet d'arachnidé, le projet consiste en fait à donner une nouvelle expérience utilisateur de tout ce qui est engin avec ce drone. C'est un drone terrestre qui va nous permettre d'explorer les endroits les plus inaccessibles à l'être humain. Explorer toujours plus loin. L'ambition est grande. Pourtant, ces machines futuristes ne pourront peut-être jamais trouver preneur. Les fondateurs de la start-up ont besoin de 20 millions de francs CFA pour concrétiser leurs 2 prototypes. Un argent nécessaire à l'achat du matériel notamment. Certains composants électroniques doivent être importés de Chine. Alors, ils ont sollicité il y a quelques mois un financement auprès d'une banque. En vain. La raison, Ben et ses camarades seraient trop jeunes et leur projet pas assez concret. De doux rêveurs en somme. C'est la principale difficulté, sinon on aurait, pour le potentiel que je sais de mon équipe, on aurait été bien plus loin que ça. Tout ce qui est produit ici, tout ce qui est projet, peu importe l'envergure du projet, c'est de ma poche. Et on essaie de se débrouiller un peu comme ça. Et donc on espère que dans les jours à venir, la situation sera meilleure. En attendant des investisseurs pour développer la start-up, Ben mène une vie de salarié presque normale dans une entreprise. Une vie faite d'aller-retour entre Yamoussoukro et Abidjan. La société qu'il emploie, située dans le quartier de la Riviera, est spécialisée dans la technologie. Son poste, responsable de l'innovation. Toujours des perturbateurs dans ce monde-là. Concentré, Ben Doumbouya travaille sur de la programmation de drones. Des drones commandés par les Nations Unies pour lutter face au Covid-19. Les premiers prototypes ont déjà été conçus. Ces drones vont servir notamment à faire de la pulvérisation dans les endroits publics, à faire de la sensibilisation et si possible à détecter les températures des différentes personnes, donc faire la lecture des températures des différentes personnes. Un projet sur lequel il multiplie les nuits blanches. Mais rien n'entache la passion du jeune homme. Lorsque vous travaillez sur un projet pendant
plusieurs jours, plusieurs semaines, toutes vos nuits. Et à la fin, le projet marche. C'est très gratifiant déjà. Et puis, on se dit qu'on peut faire plus en fait. On n'a pas de limite. On ira jusqu'il faut, on va dépasser le ciel, on va aller sur d'autres planètes. Pourquoi s'arrêter même à notre galaxie? On ira plus loin. Ce geek, qui a 5 ans monté lui-même ses voiturettes de jeu, ne manque pas de volonté d'entreprendre. Un objectif partagé par des milliers de jeunes à travers le pays. En 2019, près de 40% des entreprises privées en Côte d'Ivoire ont été créées par des jeunes de moins de 35 ans. Benaziz Konaté, 25 ans, est l'un d'entre eux. Il se présente comme l'un des jeunes entrepreneurs les plus prospères du pays. Mais faites-moi voir le cahier de service après-vente. Voilà, et puis les commandes que vous avez à effectuer. Lui ne vise pas les étoiles, mais un produit on ne peut plus terrien, le poulet. Le déclic lui vient quand il découvre, en visionnant un reportage, que la Côte d'Ivoire importe de la volaille. Benaziz lui dit alors qu'il y a quelque chose à faire dans ce secteur. Élève moyen, il lance, à 18 ans, son entreprise. 60 000 francs CFA en poche seulement, mais suffisamment pour acheter un carton de poussins, 3 sacs d'aliments et construire, avec les moyens du bord, une petite ferme chez lui. Il investit tous les bénéfices tirés de la vente des poulets et construit année après année un petit empire. Aujourd'hui, Benaziz Konaté possède 3 fermes dans la capitale ivoirienne. Ces produits, il les distribue dans des boutiques comme celle-ci, selon un modèle bien précis. Le client ici, il peut voir ses produits vivants à travers la vitre et savoir que ces produits sont abattus sur place, emballés et livrés frais le même jour. C'est là la grande idée de Benaziz, parier sur des produits frais pour se démarquer de la concurrence. Entre 300 et 500 poulets sont abattus ici chaque jour. Plumés dans ces grandes machines, ils sont ensuite préparés et commercialisés dans la boutique attenante. Notre étude de marché a démontré que les clients préfèrent acheter des produits frais. Et scientifiquement, c'est prouvé qu'un produit frais conserve encore toutes ses protéines, contrairement à un produit surgelé ou congelé qui perd en moyenne 60 à 80% de ses protéines. Donc nous nous sommes positionnés sur cet aspect-là. Et les affaires marchent bien. Aujourd'hui, l'entreprise de Benaziz Konaté possède 2 points de distribution, à Abidjan et San Pedro. Une trentaine d'employés. Son petit empire du poulet réaliserait, selon le patron, un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 millions de francs CFA. Benaziz Konaté ne compte pas s'arrêter là. Son ambition, il la puise d'une intime conviction née sur les bancs de l'école. Moi, je n'avais pas peur de dire à mes camarades en classe que moi, je voulais être millionnaire à 21 ans. D'accord? Et c'est pas être orgueilleux ou prétentieux, mais c'est plutôt rêver grand. J'ai été millionnaire à 19 ans et j'ai changé de vision. Je veux être milliardaire à 30 ans. Et quand c'est comme ça, ça permet de nous, les jeunes Africains aujourd'hui, on a peur. On a peur de ces chiffres-là. On voit des Américains qui parlent en millions de dollars. Mais pourquoi est-ce que nous, on a peur d'atteindre ces chiffres-là? C'est possible d'atteindre ces chiffres-là. Et quand on va atteindre ces chiffres-là, ça sera un impact énorme. Benaziz Konaté veut être un modèle de réussite pour d'autres jeunes Africains. Mais avant d'atteindre le succès, il lui a fallu surmonter de nombreux défis, parmi lesquels le financement. Malgré sa fougue et sa vision, aucun investisseur n'a accepté de l'accompagner à ses débuts. Les gens ne vous aident que lorsqu'on voit ce que vous êtes capable de faire. Donc, on doit être capable de faire des merveilles avec le peu qu'on a. On doit être capable de faire des sacrifices. Je ne me souviens même pas le nombre de fois où j'ai vendu mon téléphone pour mettre dans le business, après racheter nos téléphones. Quand j'ai besoin d'argent, je le vends. Donc, c'est différent. Je sors de la maison de mon père, je vais aller faire l'aide maçon sur des chantiers pour économiser 2000 francs par jour. Parce que j'ai une vision, j'ai un rêve. Et il est important pour nous de pouvoir démarrer avec ce qu'on a. Du bon sens et de la volonté. Tel est le cocktail gagnant de Benaziz Konaté. Dans son bureau, le jeune patron collectionne les trophées. La suite, c'est l'ouverture d'ici quelques mois à Songon d'une ferme de 1300 m² capable d'accueillir 5000 poulets. Il compte aussi se lancer dans la restauration. Objectif, atteindre le milliard de francs CFA. Ok, je pense qu'au niveau du prix, ça peut aller.
Mais réussir, gagner de l'argent n'est pas l'unique ambition des jeunes entrepreneurs ivoiriens. Certains d'entre eux travaillent à améliorer la vie de leur communauté. C'est le cas de Tchonté Silué, 26 ans. Retourne-toi d'abord. Merci beaucoup. Donc en fait, on va prendre ces livres-là. Je sais qu'on les a lus. Il y a 3 ans, alors qu'elle n'a que 22 ans, Tchonté décide d'ouvrir une bibliothèque destinée aux enfants de son quartier, Yopougon. Des enfants qui n'avaient jusqu'alors jamais mis les pieds dans un tel lieu de culture. Yopougon quand même est attaché à beaucoup de stéréotypes. On dit, quand on pense à Yopougon, on pense au maquis, aux brouteurs, à la délinquance, tout ça. Et moi, je me suis dit, si je dois ouvrir un tel centre, il faut que je l'ouvre dans ma communauté. Ici, c'est chez moi, donc c'était normal pour moi de commencer ici. L'objectif, c'est d'ouvrir un peu partout en Côte d'Ivoire, mais il fallait que je commence chez moi. Yopougon, un retour aux sources après un parcours brillant à l'international. À 22 ans, Tchonté obtient un master en entrepreneuriat social à l'université de San Francisco, aux États-Unis. Elle rentre ensuite au pays et devient professeure au sein d'une prestigieuse université. Son salaire, elle décide de l'utiliser pour rénover ses bâtiments et construire une bibliothèque. 2 fois par semaine, cet atelier de lecture. Elle le laisse sur place, sachant qu'il va se décomposer et se mélanger à la terre. Est-ce que quelqu'un peut faire un résumé? Madame. Uriel. Cette histoire parle d'une femme qui veut empêcher le chasser plastique de polluer sa région. Pour ces enfants scolarisés dans des classes très nombreuses, ces ateliers représentent des bouffées d'oxygène, une chance d'accéder à la culture et d'améliorer leur vocabulaire. Isatou se précipite à l'intérieur et grand-mère lui sert du riz au poisson. Ici avant, il savait pas lire. Il savait pas lire trop maintenant. J'apprends un nouveau mot que lire. Moi, mon grand rêve, on va dire, c'est de transformer l'éducation en Côte d'Ivoire pour qu'elle soit de qualité, qu'elle soit interactive, qu'elle soit inclusive. Inclusive dans le sens où je voudrais que ce ne soit pas juste une classe d'enfants privilégiés qui ait accès à une éducation de qualité. Donc je me dis que si on envoie les livres en supplément pour les enfants, on va aider même ceux qui sont peut-être dans des écoles où c'est plus difficile, il y a trop d'élèves dans la classe et tout. S'ils ont des livres entre les mains, ils auront une meilleure éducation. Lorsqu'elle n'est pas dans sa bibliothèque, Tchonté sillonne les rues de son quartier. Dans sa valise, son arme préférée, les livres. Cette superbe résidence se trouve face à un taudis. Objectif de ces sessions au cœur des quartiers difficiles, convaincre les enfants de troquer leur console de jeu pour des livres. Ces enfants-là, ce sont les enfants, des adultes qui vont grandir, qui vont aimer lire, qui vont aimer réfléchir, avoir un esprit critique, mais qui sont des adultes qui vont grandir et qui vont se dire que moi, quand j'étais plus jeune, il y avait une bibliothèque de mon quartier, je partais à la bibliothèque, je lisais, et c'est comme ça que j'ai découvert le monde. Qu'ils soient portés par l'envie d'impacter positivement la société, comme Tchonté Silué, qu'ils aient des prototypes plein la tête, comme Ben Doumbouya, ou qu'ils gagnent déjà des centaines de millions de francs CFA, comme Ben Aziz Konaté, ces jeunes entrepreneurs ont finalement la même ambition, réussir pour inspirer les générations futures. Ben Aziz Konaté, directeur général de Volaille d'Or, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Ben Aziz. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, ce reportage, Yann Cédric, je vous pose cette question. Vous venez de le voir, qu'est-ce qui vous inspire? Elle donne confiance. Ouais. Elle dit aux jeunes qu'il y a de l'espoir. Et justement, lorsqu'on voit dans ce reportage des personnes de 23 ans, on voit Ben Ali qui, sans honte, affirme ce qu'il peut gagner et où est-ce qu'il veut partir. Ça dit aux jeunes que l'entrepreneuriat, il y a des choses à faire. Et que vous devez vous retrousser les manches et que vous devez mettre les mains dans le cambouis et travailler. Tout ne vous tombera pas du ciel. Il faudrait aller chercher pour avoir ce que vous deviez avoir. Yannick Diamant, je vous ai vu très concentré, attentif en suivant ce reportage. Entrepreneur avant 30 ans, qu'est-ce que ça vous inspire à vous? Alors, je félicite Ben Aziz et c'est un modèle, c'est une inspiration pour notre jeunesse aujourd'hui. Et j'invite tous les jeunes à s'inspirer de modèles comme Ben Aziz, qui sont des modèles ivoiriens, qui sont des champions nationaux en construction.
Et on n'a pas toujours besoin de chercher ces champions ou ces modèles, ces exemples hors de nos frontières. C'est quand même élogieux, quand même. Comment vous vous sentez d'entendre ça? C'est inspirant, c'est motivant? C'est motivant, c'est motivant. Ça nous pousse à ne pas abandonner, à nous dire que nous avons les yeux du monde sur nous, mais également nous avons toute une génération qui compte sur nous. Voilà. Alors, vous avez encore, après toutes ces années, vous avez encore 25 ans. Ça fait quand même longtemps qu'on vous voit, vous avez encore 25 ans. C'est à peine croyable. Oui, c'est vrai que j'ai commencé les premiers reportages, j'étais autour de 21, 22 ans. Donc là, j'ai 25 ans. Voilà. Ça avance lentement, hein? Oui, c'est ça. Donc vous avez commencé justement à entreprendre très jeune. Oui, c'est ça. Mais pourquoi justement? Pourquoi? On va dire que j'ai regardé l'environnement. J'ai regardé l'environnement et j'ai toujours été visionnaire. Moi, j'ai toujours voulu être celui qui va monter des véhicules, Made in Côte d'Ivoire, etc. et tout. Et donc, je me suis dit, je vois des grands frères qui ont le master, le doctorat, qui sont encore au quartier. Et je voulais tout simplement pas finir comme ça. Au chômage, hein? Voilà, au chômage. Voilà. Bon. Voilà. Et donc, pour ne pas finir comme ça, il me fallait prendre mon destin en main. Donc, prenons ce destin en main en passant par de petites activités. La passion est née, par exemple, pour l'élevage, ainsi de suite, à travers un reportage qui disait que la Côte d'Ivoire continuait d'importer de la volaille. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas investir dedans? Et puis, en même temps, l'esprit d'entrepreneur me dit que j'entre dans un domaine, il faut que je sois le meilleur. Alors, Yann Cédric, dites-nous, aujourd'hui, entrepreneur, d'accord, c'est une solution, palliatif au chômage, mais est-ce que tout le monde, concrètement, peut être entrepreneur, selon vous? Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, comme tout le monde ne peut pas être pilote, comme tout le monde ne peut pas être journaliste, bien sûr. Entreprendre, c'est un métier, et je le dis toujours. Entreprendre, c'est pas, on ne vient pas à l'entrepreneuriat parce qu'on a échoué. On vient à l'entrepreneuriat parce qu'on est appelé, parce qu'on pense qu'on a quelque chose à faire. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un acte patriotique. Il a dit tout à l'heure qu'il vient à l'entrepreneuriat parce qu'il a constaté qu'il y avait un besoin en matière première, en ce qui concerne le poulet, par exemple, en Côte d'Ivoire, et qu'il s'offusquait du fait que le poulet soit importé. Et donc, il arrive à régler un problème. Et c'est ça, en fait, c'est du patriotisme pour moi. L'entrepreneuriat, oui, ça aide à résorber le chômage. D'abord parce que l'entrepreneur lui-même, il commence à gagner des revenus. Vous avez dit que c'est dans votre définition. Et en plus, il donne du travail à d'autres personnes. Néanmoins, il y a des freins. Aujourd'hui, est-ce que l'écosystème aujourd'hui est favorable à cet entrepreneuriat qu'on présente un peu partout comme étant le fer de lance de l'économie, notamment chez les jeunes? Est-ce que les jeunes font face, notamment parce qu'ils sont jeunes, à plus d'obstacles que d'autres? Oui, beaucoup. Moi, je pense que beaucoup, mais donc, comme il a dit, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une suite d'échecs. Donc, on reste entrepreneur parce qu'on a réussi à surmonter toutes ces épreuves-là. Donc, aujourd'hui, l'écosystème n'est pas forcément très favorable, mais on va dire qu'il y a de nombreuses améliorations. Donc, au niveau, par exemple, de l'agence emploi jeune qui soutient, par exemple, le financement de certains entrepreneurs. Voilà, je suis même passé par là. Et il y a beaucoup, vous avez bénéficié de leur financement? Oui. On va dire, par exemple, que des entreprises aujourd'hui n'arrivent pas, d'accord, à aller vers les banques directement. Des jeunes entrepreneurs qui vont vers la banque et la banque vous dit ayez un terrain, ayez des maisons, etc. Et par exemple, il y a l'agence qui, par exemple, je pense, cautionne certains financements. Confirmé? Voilà, cautionne certains financements. Il vous a fait des compliments tout à l'heure. Je pense que c'est un échange de bons procédés. Mais non, tout n'est pas parfait. Effectivement, tout n'est pas parfait. Il y a des réalités sur le terrain. D'accord? Je dirige par exemple la Ligue des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire et ces entrepreneurs-là me disent on a des problèmes d'accès au marché. On a des marchés de centaines de milliards qui sont octroyés pour la plupart des grosses entreprises multinationales. C'est vrai, c'est bien beau. Si on parle d'entrepreneuriat, de résoudre le chômage, il faudrait que ces entrepreneurs-là aient du travail. Ne demandent pas forcément de l'argent, mais du travail. Donc, on a la Côte d'Ivoire qui a plus de 6 000 milliards par an comme budget. Voilà, donnez-nous 10%. Oui, votre part du gâteau. Voilà. Votre part du gâteau. Voilà. Alors, on comprend qu'il faut que l'État soutienne davantage et en facilitant l'accès au marché, ne serait-ce que le marché public. On est d'accord? Oui, bien sûr. Alors, on l'a vu dans le reportage, ce jeune inventeur, Ben Doumouya, il a besoin de 20 millions, c'est-à-dire 10 plus 10 de francs CFA pour développer son invention. Il ne les trouve pas. 20 millions. Comment, d'après vous, est-ce possible? Et Dieu merci, Ben Aziz nous rappelle que vous avez des possibilités de financement.
Comment est-ce que c'est possible dans ce grand et beau pays? Même si on ne parle pas de l'État. Enfin, parlons d'abord de l'État. Voilà. Bien entendu. Alors, parce que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, fait beaucoup pour les jeunes. C'est en cela que des financements sont octroyés chaque année à des milliers de jeunes. C'est quoi les fourchettes, les enveloppes? Alors, nous avons deux types de financement. Alors, vous avez déjà le programme Agir pour les jeunes, qui va donc apporter des financements. C'est un programme à impact rapide, qui va donc apporter des financements compris entre 100 000 francs et 1 million de francs pour les projets individuels, et puis autour de 2 500 000 francs pour les projets collectifs. À côté du programme Agir pour les jeunes, vous avez la plateforme de financement de l'Agence Emploi Jeunes, sur laquelle vous pouvez obtenir des financements de 2 500 000, 5 millions, 10 millions, 20 millions, jusqu'à 50 millions de francs CFA pour les projets structurants. Est-ce que vous connaissez concrètement, vous, Yann Cédric, des entrepreneurs qui ont pu bénéficier des fonds de l'agence? Honnêtement, non. Okay. Honnêtement, lui en connaît un, il est même il est bénéficiaire. Bon. J'apprends cela et c'est justement une très très bonne chose. C'est une très bonne chose d'aider les jeunes. Moi, j'ai de la peine quand je vois le petit Ben qui a 22 ans mais qui fait des choses extraordinaires, qui est en train de demander 20 millions et que les banques jugent un peu trop petit pour pouvoir lui donner ces 20 millions-là. Moi, je trouve ça un peu choquant quand même. Alors, est-ce que vous avez aussi ce sentiment qu'on ne fait concrètement pas confiance aux jeunes? Oui. On ne fait pas forcément confiance aux jeunes. Moi, je vais dire, par exemple, c'est une invention. D'accord? Il n'a pas de financement tout simplement parce qu'il n'est pas encore à l'étape où on le voit gagner de l'argent. Donc, il n'y a personne pour le financer. Et là, c'est un appel aussi. Et personne ne prend de risque. Hein? Voilà, personne ne prend de risque. Donc, il faut dire que l'agence également finance, mais après, ce sont des financements qu'il faut rembourser. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, à travers l'Agence Emploi Jeunes, se porte garant justement pour mettre de l'argent à la disposition de ces jeunes pour leur permettre donc d'entreprendre. Est-ce que vous avez une forme de fonds de garantie? Oui, bien entendu. Bien entendu. Nous avons un fonds de garantie justement qui nous permet de financer ces jeunes et ces jeunes remboursent. Nous sommes très très fermes sur ce qui concerne la sélection des projets parce que justement c'est nous la garantie. Si le projet n'aboutit pas, c'est l'Agence Emploi Jeunes qui devra rembourser. Alors, des jeunes qui nous écoutent, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Mali, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont au Tchad, qui sont au Cameroun, ils veulent rentrer sur le marché du travail, ils veulent rentrer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quels conseils vous leur donnez? Je commence par vous, Yann Cédric. Il faut croire déjà en soi. Il faut croire déjà en soi parce que si tu ne crois pas en toi, personne ne pourra croire en ton projet ni en ce que tu dis. Et donc, la croyance que nous avons en nos projets se communique en face des personnes qui sont là. Et il faut déjà avoir un projet, il faut rêver grand. Et moi, je le dis, rêver petit, rêver grand, c'est le même transport, c'est le même prix. Donc, pourquoi est-ce que se priver de rêver grand? Il faut avoir de l'estime pour soi-même et il faut pouvoir développer cet esprit patriotique que, par exemple, Ben a développé pour dire aujourd'hui, mon pays se trouve à tel niveau, il faut que je crée quelque chose qui pourra contribuer au développement de mon pays. Votre avis, ils veulent, Benaziz, ils veulent entreprendre, ils veulent se lancer, qu'est-ce que vous leur dites? Justement, à ce niveau-là, je dis toujours, si vous-même, vous n'avez pas peur de vos rêves, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Donc, moi, j'ai peur de mes rêves et j'y travaille tous les jours. Quand je me réveille, je regarde, il faut que j'y arrive. Donc, pour un jeune aujourd'hui qui veut se lancer dans un projet, il faut qu'il cherche les meilleurs, les multinationales. C'est qui les meilleurs? Comment est-ce que je peux faire pour les dépasser? Donc, c'est comme ça qu'on crée de la valeur. Et puis après, un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui a froid aux yeux. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut changer le monde. C'est un rêveur. Il faut rêver très, très, très grand. Je vais conclure cette émission avec une phrase de Benaziz Konaté, toujours pour l'encourager. Et je cite, mesdames et messieurs, on doit être capable de faire des merveilles avec le peu qu'on a. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été avec moi sur ce plateau. Merci à vous aussi de l'avoir suivi, d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rt.ci ou sur l'application RT Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aux équipes de production d'Éléphant Africa et aux équipes de la RT pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. En attendant, bonne suite de programme sur RTI1.